Bonsoir Eric Darche. Salut Jinkyo. Ce soir, tu vas apporter des éléments de réponse à la question qui consiste à savoir si manger beaucoup nous rend malade plus vite ou comment ça se passe. Je te laisse la parole. Alors, manger beaucoup accélère-t-il le vieillissement? Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de reprendre des éléments factuels. Un Américain consomme en moyenne 2500 calories. Et encore, je dis en moyenne parce que je suppose qu'il y a bien des Américains qui doivent dépasser largement cette quantité de calories par jour. Un Français en moyenne 2300, mais ça reste vraiment qu'une moyenne. Et un habitant d'Okinawa, qui est un archipel près du Japon où il y a le plus de centenaires dans le monde, eh bien, il n'en absorbe que 1800. Pourtant, on ne constate chez ces centenaires aucune trace de malnutrition. Et en fait, alors il faut préciser que ces Okinawans ont une longévité très importante, hein, puisque je viens de dire que c'est la partie du monde où il y a le plus de centenaires, sachant que la nouvelle génération va être de moins en moins concernée par cette réalité, pour la bonne raison que les fast-foods se sont installés chez eux et que ça va évidemment altérer leur santé. Ceci dit, je parle des Okinawans de souche. La nourriture et la cuisine occupent une place importante dans la culture des Okinawa et ils pratiquent la restriction calorique. Alors, la restriction calorique, c'est le fait qu'ils mangent sans se priver, mais ils n'abusent pas et puis ils ont des aliments de meilleure qualité, ce qui fait que, eh bien, à densité calorique moindre, c'est-à-dire qu'ils mangent moins de calories, puisqu'ils en mangent 1800 en théorie, enfin en moyenne par rapport aux Américains qui en consomment une bonne moyenne de 2500 ou plus. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ces 1800 calories apportent beaucoup de nutriments parce qu'ils ont une alimentation à densité nutritionnelle élevée. Alors que l'Américain qui consomme 2500 calories a une densité nutritionnelle faible puisqu'il va consommer des céréales raffinées, des huiles raffinées, tout est raffiné, donc des nutriments. Voilà. Et puis, les Okinawa, ils ont une pratique, une habitude culturelle appelée hara hashibu, qui consiste à ne pas manger jusqu'à satiété et à sortir du repas avant d'être repu. Voilà un peu cette discipline qui, au fil des ans, donne des résultats puisque ils ont une excellente santé, ils n'ont quasiment pas de pathologie dégénérative ou chronique en fin de vie et bien nombre d'entre eux dépassent les 100 ans allègrement, puisqu'il y en a qui sont à 105, 110 ou 115 ans. Alors, en 1935, il y a un vétérinaire qui s'appelle Clive Mackey de l'université Cornell dans l'État de New York, publia un article dans lequel il racontait qu'il avait trouvé le moyen de rallonger la vie des rats qu'il testait en réduisant de 30 à 40% le nombre de calories de leur alimentation, tout en l'enrichissant avec des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Il a permis à ces animaux de vivre 20 à 40% plus longtemps que leurs congénères qui pouvaient se nourrir librement. Et des tests de restriction calorique ont par la suite donné les mêmes résultats dans près de 50 espèces de rongeurs aux invertébrés en passant par les poissons. À partir du moment où, et là il ne s'agit même plus de nourriture dénutrie, comme c'est le cas avec les Américains, si on donne une nourriture riche en nutriments, à densité nutritionnelle élevée, mais qu'on laisse la possibilité aux animaux de manger jusqu'à ce qu'ils soient repus, eh bien, ils vont vivre moins longtemps, puisque la restriction calorique, alors la restriction calorique intelligente, hein, sans privation et sans carence nutritionnelle, il faut bien le préciser, ça n'a rien à voir avec une restriction calorique comme proposée par certains diététiciens ou nutritionnistes pour perdre du poids, c'est pas du tout ça. C'est une restriction calorique, mais avec un repas équilibré, où toutes les classes sont représentées et à une forte densité nutritionnelle, eh bien, on obtient 20 à 40%
Alors, en réduisant de 30 à 40% le nombre de calories, on obtient une longévité augmentée de 20 à 40%, ce qui est considérable. Voilà. Alors, on en a conclu que les régimes hypocaloriques nutritionnellement équilibrés augmentent donc l'espérance de vie moyenne des différentes espèces pour lesquelles on assiste à une sorte de rajeunissement sur le plan fonctionnel. Alors, pourquoi le fait de réduire son alimentation en quantité permet, à densité nutritionnelle élevée, permet de rajouter des années à la vie et des années de qualité? C'est parce que plus on mange, plus on fabrique de déchets. Il faut imaginer par exemple une cheminée dans laquelle on met beaucoup de bois. Plus on met de bois, plus il y aura de la cendre. On va considérer la cendre comme un déchet. Eh bien, plus on mange, plus on produit des déchets nés de la combustion des aliments. Par exemple, si on mange beaucoup de pain, de pâtes, de pommes de terre, on va obtenir une teneur humorale, c'est-à-dire dans les liquides de l'organisme, élevée en acide lactique, pyruvique, cétoglutamique, séromucoïdes, résidus du métabolisme des glucides. Et tout ça, évidemment, il va falloir l'éliminer. Donc, on va solliciter de manière importante les reins ou les poumons. Et puis, si la nourriture n'est pas de très bonne qualité, il y aura une augmentation des déchets qui peuvent, à force, créer une inflammation cellulaire. Et une inflammation chronique peut occasionner, entre autres, des cancers, parce qu'on sait que l'inflammation est un moyen pour le cancer de se développer. Voilà. Et puis, il y a une autre conséquence, c'est que plus on a de déchets, plus on provoque une suractivité et une usure cellulaire prématurée, qui sera suivie d'une augmentation du renouvellement cellulaire pour pouvoir réparer les dégâts. Et ça va impliquer une amplification des mutations de l'ADN. Et plus il y a de mutations de l'ADN, et plus on peut avoir des cellules cancéreuses. Le risque de cancer se trouve favorisé dans l'organe le plus impliqué par le métabolisme de l'aliment concerné. Donc, il faut savoir aussi qu'on a donc des déchets qui sont augmentés, on a donc une augmentation du renouvellement cellulaire et on a aussi une augmentation des radicaux libres. Les radicaux libres, on l'a souvent dit, ce sont des molécules instables qui, lorsqu'elles sont en excès, lorsqu'elles sont minoritaires, ça va, mais lorsqu'elles sont en excès, elles provoquent des peroxydations lipidiques, c'est-à-dire des agressions de la membrane cellulaire, et ça peut occasionner évidemment toutes sortes de problématiques, puisque quand la membrane cellulaire est altérée, elle devient poreuse. Voilà, donc on voit bien toutes les conséquences d'une quantité importante d'aliments, d'ingestion d'aliments. Et plus on voit le stress oxydatif augmenter, plus on a des radicaux libres, et les radicaux libres en excès favorisent les maladies neurodégénératives. Le neurobiologiste Blalock explique que la cause première des maladies neurologiques, c'est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, on l'a vu, ça fait intervenir des radicaux libres qui altèrent les membranes et qui, il faut savoir que le cerveau est constitué de 60%, si je ne me trompe pas, de corps gras. Les radicaux libres ont une prédilection pour les corps gras et ils altèrent la membrane, ils altèrent en fin de compte les structures du cerveau. Et puis après, n'importe quelle maladie peut se déclarer, Alzheimer, Parkinson, maladie de Lou Gehrig, etc. Alors il est fort probable que la restriction calorique des Okinawa qui favorise la longévité n'est pas due qu'à la restriction calorique. Elle est due aussi au fait que, je l'ai bien précisé, qu'ils consomment une alimentation à densité nutritionnelle élevée et qui, de plus, ne contient pas tous les toxiques et les additifs alimentaires comme en Europe ou aux États-Unis. Des expériences ont démontré que lors d'un repas, pour nous sentir rassasiés, nous sommes plus sensibles au poids ou au volume des aliments qu'à leur densité calorique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
par exemple, un hamburger ne pèse que 100 grammes, mais il apporte 280 calories, alors qu'un repas d'Okinawa amène la même quantité de calories, mais avec beaucoup plus de volume, puisque le repas, pour apporter 280 calories, il va peser 500 grammes, parce qu'il va contenir des fibres et de l'eau. Et donc, un repas de 500 grammes va apporter une notion de satiété, ce que ne pourra pas apporter le repas de 100 grammes, où on aura tendance à avoir encore faim, d'autant plus que c'est un repas de 100 grammes composé d'aliments à densité nutritionnelle faible. Donc, on va se retrouver avec peu de vitamine B, peu de corps gras de bonne qualité, et donc non seulement la densité du repas est plus faible, et en plus de ça, la densité nutritionnelle est plus faible. Et on a bien précisé qu'on est plus sensible pour avoir ce sentiment de satiété, on est plus sensible au volume qu'à la densité nutritionnelle. Voilà. Plus un repas est volumineux, plus la notion de satiété sera vite atteinte, et ce n'est pas lié à la densité nutritionnelle. Le fait d'apporter beaucoup de calories sous un petit volume ne favorise pas la notion de satiété. Et il faut savoir, par exemple, qu'une céréale qui a été raffinée, eh bien, va perdre 95% de sa vitamine E, 87% de sa vitamine B6, 85% de son magnésium, 78% de ses fibres. Donc, on comprend bien la problématique d'une alimentation à faible densité nutritionnelle. Voilà. L'alimentation des Okinawa, on peut essayer de la définir. Elle est composée de fruits, de légumes, de plats à base de soja fermenté. Ceci dit, il faut mettre un bémol sur la consommation de soja, même fermenté, parce que nous n'avons pas la même physiologie que les Asiatiques. Et ce que peuvent faire les Asiatiques, les Européens ne peuvent pas forcément le faire parce qu'eux, ils ont une sorte d'atavisme, puisque ça fait des millénaires qu'ils consomment du soja, alors que les Européens, c'est quelque chose de nouveau. Et ils ont du mal, en tout cas, à s'adapter, d'autant plus que le soja, en Europe, a subi des modifications industrielles et qui n'est pas forcément comparable avec le soja que les Asiatiques avaient l'habitude autrefois de consommer. Après, peut-être que maintenant, les choses sont différentes. Toujours est-il que je mets un bémol sur la consommation de soja, puisque le soja est très riche en estrogène-like, c'est-à-dire il ne contient pas d'estrogène, il contient des molécules qui s'apparentent aux estrogènes et qui peuvent provoquer les mêmes réactions que les estrogènes. Voilà, parce qu'ils ont une action mimétique. D'ailleurs, on parle de estrogène-like. Voilà. Qui ressemble, qui provoque certains symptômes ou certaines conséquences liées aux estrogènes sans être vraiment des estrogènes. On ne parle pas d'estrogènes identiques. Voilà. Et il faut savoir que les jeunes quinoa ont tendance à ne plus adopter le même style de vie que la génération précédente et donc vont perdre petit à petit le bénéfice de la longévité et puis d'une longévité exempte de maladie, faut-il le préciser. La majorité des aliments dits modernes, comme les pizzas, les hamburgers, les sodas, le pain, etc., ont une densité calorique élevée et en parallèle, elles sont pauvres en nutriments, en divers nutriments. Voilà. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. Et en fait, pourquoi cette vidéo est importante? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui souhaitent améliorer la santé vont aller vers le végétarisme, le végétalisme, le crudivorisme, le véganisme. Tous ces régimes, en théorie, a priori, sont intéressants. Mais si, pour X raisons, on a tendance à manger un peu trop, soit de manière générale, soit en ciblant une alimentation. Par exemple, certains végétariens, par peur de manquer de certains acides aminés, vont forcer un peu sur les féculents et sur les légumineuses, parce qu'ils se disent que comme ça, comme il manque certains acides aminés essentiels dans les légumineuses et les céréales, ils arrivent en associant ces deux aliments, ils arrivent à les retrouver. Et donc, certains végétariens ont tendance, ou végétaliens ont tendance à en manger un peu trop. Et si on en mange un peu trop,
eh bien, on aura les mêmes soucis qu'un omnivore qui mange un peu trop d'une classe alimentaire. Donc, on n'est pas à l'abri d'un excès alimentaire lorsqu'on est végétarien, végétalien, crudivore ou végan, et on aura les mêmes soucis. Il y a par exemple des végétariens qui forcent un peu trop sur les céréales et légumineuses. Il faut savoir que l'excès de glucides se transforme en acide gras saturé et que l'excès d'acide gras saturé favorise le cholestérol LDL. Donc, on peut avoir un excès de cholestérol LDL alors qu'on ne mange pas de charcuterie, de viande, etc. Tout simplement parce qu'on a un excès de calories dû à un excès de consommation de céréales et de légumineuses. Donc, on voit bien que l'excès alimentaire n'est pas, personne n'est à l'abri, surtout que certains régimes favorisent, lorsqu'ils sont mal pratiqués, je parle bien des régimes végétariens, végétaliens, crudivores, végans, favorisent la non-satiété, parce que si par exemple on manque d'une classe alimentaire ou bien que cette classe alimentaire est présente mais qu'on l'a mal digérée parce qu'on a des troubles digestifs, ça va générer des carences et ces carences eh bien, vont favoriser des appels à manger et des appels à manger peuvent favoriser une augmentation de la consommation des sucres complexes et au final on se retrouve avec des végétariens ou végétaliens qui ont du cholestérol alors qu'ils n'ont mangé aucun produit animaux ou aucun sous-produit animaux quand il s'agit des végétaliens. On voit aussi, par exemple, des végétariens avec une cirrhose hépatique ou avec du cholestérol HDL, non, LDL élevé. La cirrhose hépatique, c'est quand ils ont des troubles digestifs, ils fabriquent de l'alcool. Et donc, si on fabrique beaucoup d'alcool, on peut avoir une cirrhose. Et en ce qui concerne l'excès de sucre complexe, on peut avoir donc une augmentation des acides gras saturés. Et une augmentation des acides gras saturés peuvent favoriser une augmentation du cholestérol LDL. Le soi-disant mauvais cholestérol, parce qu'en vérité, il n'y a pas de mauvais et de bon cholestérol, mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que tel n'est pas le sujet. Voilà, si tu as des conseils, des questions, Nijiko, ben, je t'écoute, c'est le moment. Ouais. Tu m'entends bien ou ça grésille encore? Bon, là, ça va. Ça va? Bah écoute, non, c'est une bonne petite piqûre de rappel. Il faut faire attention, je dirais, à la double peine des calories vides. Et puis, du coup, on se dit, on mange pas beaucoup, mais on blinde. Donc, c'est vraiment le. Il vaut mieux manger une énorme salade et avec très peu de choses et quelques pommes de terre ou un bout de pain plutôt qu'aller essayer de se gaver de choses hyper caloriques et trop transformées, quoi. À Après, il faut pouvoir partir, digérer les fibres. Bon, pas de problème. Je voulais juste rebondir sur un mot. Une énorme salade, il faut faire attention parce que si on mange, je dis pas, je sais pas ce que ça veut dire une énorme salade, mais si on mange trop de crudités, est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Oui, parce que si on mange trop de crudités, on va avoir beaucoup de fibres. Si on mange, si on a énormément de fibres dans son bol alimentaire, on peut provoquer dans certains cas, je dis dans certains cas, des inflammations de tube digestif si la muqueuse est un peu fragilisée pour X raisons, puisque quand il y a beaucoup de fibres, ben, ça frotte contre la paroi digestive. Et Robert Masson disait qu'il avait rencontré des personnes avec des inflammations sérieuses dues à un excès de crudité, peut-être mal mâché ou mangé trop vite, bon bref. Donc l'excès de crudité, comme tout excès, peut favoriser des pathologies. Alors je dis, je ne sais pas ce que tu entends par grosse salade. Si c'est une Oui, non, mais salade chacun avec, ses repères, mais c'était si c'est une une remarque salade pour dire. avec des crudités tendres comme des feuilles de salade ou du chou chinois avec un peu de carottes, un peu de céleri, etc., ça va. Mais si ce n'est que des crudités à fibres dures, comme la carotte, la betterave ou le navet, et que ce n'est pas bien mâché, ça pourra être à l'origine de troubles digestifs, de ballonnement, de fermentation excessive, d'irritation de la muqueuse, etc. Donc attention, attention, ce n'est pas parce qu'on est dans l'alimentation vivante qu'on est à l'abri de toute pathologie. On peut créer des déséquilibres sérieux avec une alimentation vivante. Je suis loin de moi de critiquer l'alimentation vivante, au contraire, c'est une alimentation à densité nutritionnelle élevée et qui n'a pas subi de cuisson, qui n'a pas été traitée avec des additifs ou des produits de synthèse, de la chimie de synthèse, phytosanitaire comme les pesticides, les herbicides. Ceci dit,
Même avec une alimentation bio impeccable, si on mange trop de crudités et qu'on ne les digère pas très bien, ça peut favoriser des fermentations, des irritations des muqueuses, etc. Donc, toujours la modération, l'équilibre, et ça permet de vivre longtemps en bonne santé et en jouissant à tout instant de toutes ses facultés le plus longtemps possible. Voilà ma réponse. Je voulais juste dire, l'énorme salade, c'était pour ressentir ce sentiment de satiété. Les gens disent, ouais, mais il faut manger des sucres lents pour que ça tienne au corps. Alors que s'ils mangent vraiment jusqu'à satiété une grande quantité de salade par rapport à leurs habitudes, en ça, je dis c'est énorme parce que les gens mangent vraiment très très peu de crudités en général. Et ils s'apercevront qu'ils n'ont pas plus faim, voire moins que s'ils avaient mangé une pizza ou une platée de nouilles. C'est ça que je Voilà, veux dire. non, mais ça je l'entends et ce que tu dis est juste. Après, je m'aperçois, puisque moi, comme beaucoup de naturopathes hygiénistes, je ne reçois pas comme tous, hein, parce qu'il y en a certains qui donnent des conseils sur Internet et qui ne reçoivent pas les gens en consultation privée. Le fait de recevoir les gens en consultation privée, on est en phase avec la réalité de tous ces régimes et on voit ce qui tient la route, ce qui ne tient pas la route. Et moi, quand je vois des discordances et des déséquilibres chez les gens, ce n'est pas forcément le régime lui-même qui est à remettre en cause, c'est la manière dont il est vécu par la personne et puis les excès. Voilà. Moi, je pense que l'équilibre alimentaire, c'est bien de manger un peu de tout. Après, si on est omnivore ou végétarien, ben, il y a des classes alimentaires qu'on ne pourra pas représenter, ça c'est clair. Mais plus on est dans une alimentation qui est stricte, c'est-à-dire qu'il y a moins, qu'on a enlevé toutes sortes d'aliments, après, il faut vraiment être discipliné, avoir des connaissances aussi pour ne pas faire d'erreurs. Moi, je vois quand même pas mal de gens qui sont, pas des fous non plus, mais j'en vois quand même. Alors, évidemment, ils atterrissent chez un naturopathe hygiéniste parce qu'ils ont un souci. Peut-être qu'il y a tous ceux qui vont bien qui ne viennent pas me voir. Mais en tout cas, de manière assez récurrente, je vois des gens crudivores, végétariens, végétaliens, qui ont des troubles digestifs, qui ont des ballonnements ou qui ont d'autres troubles de santé. Et c'est souvent dû à des erreurs qu'ils font. On corrige les petites erreurs et tout rentre dans l'ordre. Donc voilà, c'est ça le message à retenir. Voilà, écoute, je souhaitais rester sur un petit format, je crois qu'on y est. Ouais, 22 et quelques, ça va. Voilà, et ben merci Jim Kyo, et puis à la prochaine, et puis à bientôt. Pour un prochain épisode. Salut Ciao Jim, Eric. bye.